Bonjour, je m'appelle Frédéric. Je suis un Français de 65 ans et je vais vous raconter la décision la plus folle que j'ai prise dans ma vie. Il y a 3 ans, j'étais à Lyon. J'avais un appartement, des meubles, une routine, une vie qui ressemblait à celle de millions de Français. Et puis un jour, j'ai décidé de tout vendre et de partir vivre en Colombie. Quand je dis tout, je ne plaisante pas. L'appartement, les meubles, les dossiers qui s'accumulaient dans les placards depuis 20 ans. Tout. Et aujourd'hui, avec 1 600 € par mois, je vis comme un millionnaire. Non, sérieusement, c'est l'histoire que je vais vous raconter. Voilà, j'ai commencé ma vie d'adulte comme beaucoup de Français. Après mes études à l'école de commerce de Lyon, j'ai travaillé dans le secteur du textile à partir de 1978. C'était les années 80. La vie était plus simple à certains égards. J'étais représentant commercial, ce qui signifiait que je voyageais beaucoup à travers la France et même l'Europe. Je passais mes journées dans des usines textiles à Roubaix, à Saint-Étienne, à Troyes, en train de négocier des commandes avec des patrons bourrus qui refusaient de me serrer la main. J'ai acheté un appartement dans le 7e arrondissement, pas très grand, 45 mètres carrés seulement, mais c'était mon premier bien immobilier. J'étais fier. Je me souviens du moment où j'ai reçu les clés. J'avais 30 ans. J'ai pensé, voilà, j'ai réussi. Puis j'ai eu une vie de couple qui a duré 30 ans avant de se terminer, comme beaucoup de vies de couple. Pas de drame spectaculaire, juste l'usure du temps, des chemins qui divergent, deux personnes qui ne se reconnaissent plus. Nous sommes restés polis jusqu'à la fin. Elle a gardé les meubles les plus chers. J'ai gardé les souvenirs et une certaine culpabilité. Nous avons 2 enfants ensemble, Thomas et Inès, et ils ont dû naviguer dans ce divorce à l'adolescence. C'est quelque chose que je regretterai toujours. Pendant ce temps, j'ai travaillé, payé mes impôts, cotisé pour ma retraite, et tout s'est déroulé selon le plan. À chaque augmentation de salaire, le loyer augmentait aussi. Mes frais augmentaient. Ma vie s'agrandissait, mais mon argent non. C'était une course de hamster perpétuelle. Mais voilà le problème. Le plan, c'était une prison dorée. À 55 ans, j'ai pris ma retraite anticipée. Après 37 ans dans le textile, mon corps me disait stop. Mes genoux me disaient arrête. Mon cœur me disait arrête. Mais voici le pire. J'avais une retraite modeste, environ 1 400 € par mois. Pas assez pour vivre confortablement à Lyon. Pas assez pour faire tous ces rêves qu'on accumule pendant 40 ans de travail. Je me souviens d'avoir assis à ma table de cuisine après mon premier mois de retraite, en regardant mes relevés bancaires et en me demandant « C'est ça ? C'est pour ça que j'ai travaillé 40 ans ?» Alors j'ai commencé à voyager, mais des petits voyages. Un week-end à Marseille, 200 € de train, 100 € d'hôtel, 60 € pour manger. Un week-end, c'était 360 €. Avec ma retraite, ça signifiait que je pouvais me permettre un week-end par mois, peut-être 2 si j'étais prudent. Une semaine en Espagne une fois par an, toujours en cherchant les meilleurs prix sur Internet. Toujours avec ce sentiment qu'on ne peut pas vraiment profiter parce que l'argent s'envole très vite. Et puis il y a eu ce moment. Je me souviens exactement où j'étais. J'étais dans un café à Vieux-Lyon, seul à une table, en train de regarder mon téléphone. Mes enfants avaient à peine le temps pour moi. Ma vie sociale à Lyon était réduite à quelques anciens collègues qu'on voyait une fois tous les 6 mois. Il y avait une vidéo YouTube qui parlait d'un Français qui vivait en Amérique latine. Ce n'était rien d'exceptionnel. Un type avec un smartphone qui parlait de son budget mensuel. Mais quelque chose m'a frappé. Cet homme avait exactement ma situation. Une petite retraite, pas beaucoup de ressources, et il vivait comme un prince. Une grande maison, des sorties tous les jours, des voyages, une vie sociale active. Comment était-ce vraiment possible? Je n'ai pas arrêté de regarder la vidéo. Je l'ai regardée 3 fois, j'ai lu les commentaires, j'ai cherché son nom sur Google, et j'ai commencé à comprendre que ce n'était pas une arnaque, ce n'était pas une exception. C'était une réalité. Vous savez, je pense que les Français, on est habitués à un certain confort de vie qui coûte très cher. Un appartement à Lyon qui vaut 300 000 € mais qui ne vous appartient qu'à moitié après 30 ans de crédit, et même après, qui dit que vous allez le garder? Les impôts, les assurances, les charges, 1200 € par an juste pour la syndication. Les frais bancaires, 15 € par mois juste pour avoir un compte. L'électricité, le chauffage, cher, très cher en France. Mon dernier facture de chauffage en hiver était 300 € par mois. Pourquoi faire? Pour rester assis chez soi à regarder la télévision? Non, c'était insensé. Et je n'avais même pas de voiture.
Je prenais les transports en commun qui coûtaient 70 € par mois et n'allais jamais où vous aviez besoin d'aller. C'est à partir de ce moment que j'ai commencé à m'intéresser sérieusement à la Colombie. Pas parce que c'était la Colombie spécifiquement, je ne savais rien sur la Colombie, mais parce que j'avais lu que le coût de la vie était environ 3 ou 4 fois moins cher qu'en France. 3 ou 4 fois moins cher. Ça changeait tout. J'ai passé 6 mois à lire, à regarder des vidéos, à regarder des photos. Je suis devenu obsédé, littéralement obsédé. Je regardais les prix des appartements à Medellín sur des sites d'immobilier colombiens. Un 3 pièces à El Poblado, 300 € par mois. C'était moins que mon assurance maladie en France. Les quartiers de Medellín, Bogota, Cartagena, les températures, oh les températures. À Lyon, l'hiver moyenne est 5 degrés. En Colombie, même en altitude, c'est toujours 22 degrés. Les gens, la nourriture, la culture. J'ai rejoint des groupes Facebook d'expatriés français en Colombie. Et là, j'ai entendu des dizaines d'histoires comme celles que je venais de voir sur YouTube. Des gens de mon âge qui vivaient avec un niveau de vie absolument extraordinaire, avec des budgets minuscules. Un professeur retraité de 60 ans qui dépensait 900 € par mois. Une infirmière de 58 ans qui avait loué une maison complète pour 500 €. C'était réel. Mais il y avait un problème. Et c'est le problème qui m'a hanté pendant 6 mois. Le problème qui m'empêchait de dormir certaines nuits. J'avais un appartement à Lyon que j'avais acheté 30 ans auparavant. Cet appartement avait pris de la valeur. Il valait maintenant 300 000 €. Cet appartement était mon sécurité absolue. C'était ma pension d'assurance. Si quelque chose allait mal en Colombie, je pourrais revenir. Je pourrais louer cet appartement et gagner 1200 € par mois, rien que du loyer. Je pourrais survivre. Vendre cet appartement, c'était couper le cordon ombilical. C'était accepter que ce changement était permanent. Et à 65 ans, permanent, c'était très final. Mes enfants pensaient que j'avais perdu la tête, littéralement. Mon fils aîné, Thomas, m'a demandé en riant si j'avais été diagnostiqué avec une maladie neurologique. Il a dit « Papa, d'accord, tu pars un mois, mais pourquoi tu dois tout vendre ?» Ma fille, Inès, elle, n'était pas amusée. Elle a organisé une sorte d'intervention. Elle a soulevé des questions de sécurité, d'héritage, de responsabilité envers ma succession. Elle m'a dit « Et si tu meurs là-bas ?» Je ne savais pas quoi répondre à ça. Mes amis à Lyon ont secoué la tête. Marc, mon meilleur ami depuis 40 ans, a dit simplement « Freddy, pourquoi tu ne pars pas juste pour un mois? Tu loueras ton appartement pour 6 mois, tu vérifies si c'est pour toi, et ensuite tu reviens si ça ne fonctionne pas. » Mais vous voyez, c'était ça le point. Si j'avais gardé cet appartement, si j'avais gardé une porte de sortie, je n'aurais jamais vraiment pris cet engagement. Je serais parti comme on part en vacances. Toujours inquiet, toujours en train de comparer les prix avec Lyon, toujours en train de me plaindre que le pain colombien n'était pas assez croustillant, d'avoir peur, de vouloir revenir. Non. Je savais que j'avais besoin de casser le verre, littéralement le casser. Alors un matin en juillet 2020, j'ai appelé une agence immobilière à Lyon. Une femme m'a répondu. Elle s'appelait Sandrine. Je lui ai dit « Je veux vendre mon appartement, tout de suite ». Il y a eu un silence. Elle a probablement pensé que j'étais fou aussi. L'appartement s'est vendu en 3 semaines. Un prix correct, pas extraordinaire, 302 000 € dans un marché qui montait, mais suffisant. Les 2 mois qui ont suivi ont été une explosion de paperasse et d'émotions mêlées. J'ai trié 40 ans de vie, des documents que je n'avais pas regardés depuis 2 décennies, des lettres d'amour de mon ex-femme datant de 1985, un certificat de mariage, des photos de Thomas et Inès bébé, des cadeaux que j'avais gardés par sentimentalité, une sculpture que ma mère m'avait offerte que je n'avais jamais vraiment aimée, des meubles que j'avais achetés en 1998 et qui ne me plaisaient plus depuis 2010, un canapé gris que j'avais payé 2200 €, maintenant qu'un dépôt de poussière et de culpabilité. J'ai organisé un grand week-end où Thomas et Inès sont venus chercher ce qu'ils voulaient. Thomas a pris l'armoire que notre père avait construite de ses propres mains en 1975. Inès a pris les assiettes. Ils ont tous les deux prélevé des choses pour leurs enfants. J'ai trouvé étrange de voir mes enfants parcourir ma vie comme des visiteurs dans un musée. Mais c'était aussi un soulagement. Cela signifiait que certaines parties de moi continueraient, juste autrement. Le reste, je l'ai vendu sur Le Bon Coin, le site français de petites annonces. Vous savez ce que j'ai découvert?
que tout ce que j'avais pris soin de garder, que j'avais pensé précieux, valait 3 fois rien. Un fauteuil qui m'avait coûté 2000 € 40 ans plus tôt, 50 € sur le marché. Un ensemble de draps en linge égyptien que j'avais acheté à Galeries Lafayette, 10 €. Mais c'était sans importance. Je ne me sentais pas arnaqué. Je me sentais plus léger à chaque vente. C'était comme de retirer les couches d'une vie entière et de découvrir qui j'étais en dessous. Après les frais d'agence immobilière, 7000 €, ce qui m'a mis en rage à l'époque. Les impôts sur les plus-values et les dettes mineures que j'avais 120 000 € en banque. C'était mon capital. Ce n'était pas énorme pour un retraité français, mais avec 1600 € par mois en Colombie, ça signifiait que même sans ma retraite officielle, j'aurais de quoi vivre pendant 6 ans. 6 ans. C'était une time-out pour décider si c'était fou ou si c'était la meilleure décision que j'ai jamais prise. Je suis parti en février 2021, il y a 3 ans maintenant. Un petit vol direct Paris-Medellín. J'ai pleuré dans l'avion. Pas des larmes de regret, plutôt des larmes de soulagement, je crois. J'étais en train de quitter quelque chose. Je ne savais pas encore ce que je gagnais, mais je savais que je gagnais quelque chose. Les premières impressions en arrivant à Colombie, c'était une surcharge sensorielle complète. À l'aéroport de Medellín, la chaleur vous frappe immédiatement. Descendez du vol et c'est comme entrer dans une étuve. En France, à Lyon, où on a 4 mois de gris et de froid glacial. Là, c'était 30 degrés Celsius, de l'humidité qui vous colle à la peau, des gens qui parlaient très vite dans une langue que je comprenais à peine. Mon cœur battait rapidement. Qu'avais-je fait? J'ai pris un taxi. Un homme d'environ 50 ans qui s'appelait Javier. Il conduisait une vieille Toyota jaune un peu bancale. Il m'a demandé en riant si c'était ma première fois en Colombie. Je lui ai dit oui, d'une voix qui trahissait ma nervosité. Il m'a dit « Bienvenue au paradis » ou à l'enfer, dépend de comment tu le prends. Et il a ri. Javier m'a raconté sa vie pendant les 30 minutes de trajet vers El Poblado. Il était père de 3 enfants, chauffeur de taxi depuis 22 ans, et il travaillait 16 heures par jour. Mais il était heureux, ou du moins c'est ce qu'il semblait. Il m'a montré des photos de ses enfants. L'un d'eux voulait être ingénieur. Javier prenait de l'argent chaque jour pour l'école privée. Je lui ai demandé combien il gagnait par mois. Peut-être 200 €, a-t-il dit, avec des épaules fatiguées. Je me suis senti soudainement reconnaissant pour mes 120 000 €. Je suis allé à El Poblado, qui est le quartier touristique et expatrié de Medellín. Tout le monde m'avait dit que c'était le meilleur endroit pour commencer, sûr, moderne, avec une vraie communauté d'étrangers. C'est une vraie microcosme de la vie en Colombie contemporaine. Il y a des restaurants français, des cafés italiens, des boutiques de luxe à côté de petits étals de fruits explosifs de couleurs. Il y a des Colombiens locaux, des expatriés permanents, des touristes de passage. Il y a de l'énergie. C'est chaotique et organisé en même temps, ce qui n'a aucun sens jusqu'à ce que vous soyez là. Je me souviens de ma première nuit dans un petit hostel qui s'appelait La Mañana. C'était recommandé par un groupe Facebook d'expatriés. J'ai écouté les bruits de la rue jusqu'à 3 heures du matin. Les motos bruyantes, si bruyantes, beaucoup plus que Lyon. Les gens qui criaient des salutations d'une fenêtre à l'autre. Une musique qui venait de quelque part, je ne pouvais pas dire d'où. Une femme qui vendait des empanadas dans la rue en criant « Empanadas, empanadas » à 3 heures du matin. Vous penseriez que c'est un endroit pour dormir. Non. J'ai pensé « Qu'ai-je fait ? Comment vais-je dormir dans ce bruit pendant le reste de ma vie ?» Le lendemain matin, j'étais épuisé, mais j'ai forcé à sortir. J'ai pris un café au même petit café que José Luis. Oui, le même José Luis que j'ai mentionné plus tard. Il était 7 heures du matin. Un café colombien vrai, pas le café instantané qu'on boit à Lyon. C'était un vrai café, filtré, noir pur, peut-être une cuillère de sucre. C'était un changement de perspective absolu. Un petit café coûtait 30 pesos colombiens. À l'époque, c'était environ 700 ou 800 pesos par euro. Donc un café était moins d'1 €. 90 centimes précisément. J'ai aussi commandé un petit déjeuner. Un petit déjeuner complet dans un restaurant local. Œufs au plat, une arepa encore chaude avec du fromage blanc à l'intérieur, un jus de fruits frais, jus de goyave, goût sucré et acidulé, et une tranche de pain. 3,5 €. 3,5 €.
En France, le même petit déjeuner dans un café de banlieue coûterait 12 € minimum. J'ai marché dans les rues d'El Poblado ce matin-là, et j'ai senti quelque chose que je ne sentais pas à Lyon depuis longtemps. Une possibilité, une sensation que ma vie, d'une certaine manière, recommençait. J'avais 65 ans, j'avais vendu tout ce que j'avais, et j'étais au début d'une aventure complètement nouvelle. C'était terrifiant et magnifique en même temps. Les semaines qui ont suivi, j'ai exploré. J'ai visité Bogota, la capitale, qui est plus froide à l'altitude, 2600 mètres, plus grise d'une certaine façon, plus sérieuse. J'ai visité Cartagena, qui est une vieille ville coloniale sur la côte, absolument magnifique, mais beaucoup plus touristique et au final plus chère. Les hôtels à Cartagena, 100 € la nuit pour un endroit acceptable. À Medellín, 30 € pour la même chose. J'ai passé du temps à Medellín, j'ai exploré tous les quartiers avec mes jambes fatiguées, et j'ai décidé que c'était là où je voulais rester. Medellín a complètement changé ma première impression après quelques semaines. Ce n'était pas l'enfer, c'était une vraie ville, avec des vrais gens, des vrais problèmes, une vraie vie qui battait. J'avais grandi dans une ville du même genre. Lyon n'était pas Paris, et Lyon était fier d'être authentique. Medellín avait la même énergie. Et j'avais le sentiment que j'y appartenais, ou du moins que je pourrais commencer à y appartenir. J'ai loué un petit appartement dans El Poblado, à 2 rues de la Parque Bolivar, qui est le cœur du quartier. C'était un studio vraiment petit, 17 mètres carrés, mais avec une fenêtre qui donnait sur la rue et un petit balcon où on pouvait tenir sur un pied. J'avais une cuisine minuscule avec 2 brûleurs et un réfrigérateur de l'ère soviétique. Une salle de bain avec une douche qui tombait en panne 1 fois par semaine. Et un lit, qui était le plus important. Le loyer était 320 € par mois. 320 €. Pour un appartement en plein cœur du quartier le plus branché de Medellín, à 5 minutes à pied des meilleurs restaurants, des cafés, du métro. À Lyon, c'était l'équivalent d'1 mois de loyer pour une chambre minuscule dans une banlieue mineure. Je me souviens d'avoir regardé l'appartement et pensé « ça suffit ». Complètement. Voilà exactement comment mon budget a fonctionné pendant les 3 années. Et je vous le donne en détail parce que je pense que c'est la vraie chose que tout le monde se pose, que tout le monde veut savoir. Loyer, 320 €. Pour un studio à El Poblado, avec eau chaude, air climatisé et dans un bâtiment avec une gardienne qui connaît ton nom. Nourriture, 450 € par mois. Et ça, c'est en mangeant bien. Je suis français, je ne pouvais pas manger mal. Des restaurants, des marchés, du shopping dans les supermarchés modernes. Pas de détresse, pas de faire attention à chaque centime. Je sortais manger presque tous les jours. Un restaurant colombien le lundi, un restaurant italien le mardi, un café français le mercredi. C'était possible. Complètement possible. Électricité et eau, 40 €. Même avec la climatisation qui fonctionne toute la journée, même avec les douches chaudes, le prix était minuscule. Internet et téléphone mobile, 20 €. 10 € pour un abonnement de téléphone avec données illimitées, 10 € pour l'Internet à la maison. Transport. Je prends le métro et les bus constamment. Un abonnement mensuel à Medellín, c'est 7 €. 7 €. Pour accès illimité à tout le système. En France, c'était 70 € pour l'équivalent à Lyon. Assurance santé privée, 50 €. Une assurance complète qui couvre les docteurs, les hôpitaux, les médicaments. 50 € par mois. Divertissement, sorties, bars, 300 €. Et j'aime sortir. Je suis français, j'aime la vie sociale. Une bière coûte 1 €. Un verre de vin local coûte 2 €. Un repas complet au restaurant avec entrée, plat, dessert et une bière coûte 15 €. Donc 300 € me permet d'avoir une vraie vie sociale, d'aller au cinéma 2 fois par mois, de sortir avec mes amis 2 ou 3 fois par semaine. Vêtements, produits d'hygiène, tout ce qu'on achète, 200 € par mois. C'est pas un budget serré du tout. Ça me fait un total de 1627 €. Avec un peu de discipline, ce qui veut dire que je vérifierai si j'achète une paire de chaussures inutilement chères, je reste sous 1600. Et ça, c'est avec une vraie qualité de vie. Ce n'est pas du camping. Ce n'est pas vivre de riz et de haricots. C'est une vraie vie urbaine, avec des sorties, avec du plaisir, avec de la dignité. En France, avec 1400 €, ma retraite officielle, j'aurais dû compter chaque euro. J'aurais dû rester chez moi la plupart des jours. Je n'aurais pas pu avoir un appartement propre dans un quartier sympa. Je n'aurais pas pu sortir.
Ici, j'ai tout ça. Les 3 premiers mois, j'ai passé beaucoup de temps à me perdre. Medellín est une ville de montagne construite sur des pentes. Vous montez et vous descendez constamment. Il y a des communes, c'est comme ça qu'on appelle les quartiers, des comunas, qui s'étagent sur les pentes comme les marches d'un escalier géant. El Poblado est assez plat, et c'est le cœur touristique et commercial. Mais juste à côté, vous avez d'autres quartiers comme Laureles ou Sabaneta, qui sont plus résidentiels, plus locaux. Et puis vers le haut, il y a les quartiers plus pauvres où les gens fabriquent en réalité leur vie. Je me suis perdu au moins 5 fois en essayant de comprendre le système de transport. J'ai pris des leçons d'espagnol, ce qui était absolument essentiel. Je parle un peu l'espagnol, quelques mots du lycée, quelques verbes que j'avais oubliés, mais c'était loin d'être suffisant pour faire une vraie conversation. Je me suis inscrit dans une petite école d'espagnol près de la Parque Arví, une petite école tenue par une femme nommée Gabriela. C'était 10 € de l'heure pour des leçons privées en groupe ou 12 € pour des leçons privées avec une seule personne. J'ai choisi privé. Mon professeur s'appelait Catalina, une jeune femme de 35 ans qui était infiniment patiente avec moi quand je massacrais sa langue. Vous savez quel était mon premier grand obstacle? Pas la langue vraiment. Les structures grammaticales colombiennes ne sont pas si compliquées, mais la vitesse à laquelle les gens parlent. Les Colombiens, oh mon Dieu, les Colombiens parlent vite, très vite. C'est comme si chaque mot était en feu et ils avaient besoin de s'échapper avant que la phrase n'explose. Et ils avalent la moitié des lettres. Como estás devient como ta. Au début, je pensais qu'ils parlaient une langue différente. Catalina riait chaque fois que je levais la main et disait « Catalina, lentement, s'il vous plaît ». Elle disait « Monsieur Freddy, vous allez apprendre. Tout le monde apprend. » Mais je n'étais pas certain. Mais il y a quelque chose avec la langue. Après 3 mois, ça a cliqué dans mon cerveau. Vous commencez à rêver dans la langue. Vous entendiez une blague au bar et vous la compreniez sans traduction. Vous pouviez avoir une conversation avec quelqu'un au marché sans vous sentir complètement stupide. Et les gens, oh les gens en Colombie, ils sont généralement très gentils avec les étrangers qui font l'effort. Si tu fais un effort de parler l'espagnol, les gens te traitent comme un ami. Si tu parles anglais ou tu attends qu'ils parlent français, ils te traitent comme un touriste. J'ai rapidement adopté les routines. Le matin, je me réveillais à 6 heures environ. Le corps s'adapte vite à cette latitude. Et je prenais un café au même petit café en bas de mon immeuble. L'homme qui le gérait, José Luis, avait environ mon âge, 63 ans, mais la ville avait vieilli plus que moi. Il avait travaillé en tant que maçon pendant 40 ans avant d'ouvrir son petit café. Il avait exactement 4 tables, 2 tabourets au comptoir, rien de plus. Il avait commencé à m'appeler Monsieur Freddy, tout le monde m'appelle Freddy maintenant. José Luis était content de voir un client régulier qui revenait tous les jours. Il m'a présenté à d'autres clients. Bientôt, j'avais une micro-communauté de personnes que je voyais tous les matins. Il y avait un autre retraité français, Philippe, un vieux mécanicien de Lille. Il y avait Elena, une femme colombienne d'un certain âge qui vendait des fleurs. Il y avait Miguel, qui était chômeur, mais qui venait au café simplement pour être autour des gens. Parlons de la nourriture, parce que c'est un sujet fondamental en Colombie. La cuisine colombienne n'a pas la réputation de la cuisine française, je sais. C'est moins sophistiqué. Mais c'est délicieux, ça nourrit votre âme, et c'est bon marché. Une arepa, c'est un pain fait à partir de maïs moulu, pressé et grillé, coûte moins d'1 € et c'est incroyablement savoureux. C'est rempli de fromage frais blanc, de viande effilée, d'avocat. Un plateau typico, qui est le repas typique colombien et le plat qu'on trouve partout, coûte 3 à 4 €. C'est une soupe riche, un riz, une viande, une salade, un jus de fruits frais, fait à partir de vrais fruits, pas de concentré. Énorme. Vous sortez du restaurant et vous ne pouvez rien faire pendant 3 heures. Il y a quelque chose que j'adore qui s'appelle la bandeja paisa. C'est un plat traditionnel de la région d'Antioquia, où se trouve Medellín. C'est un plateau énorme, et je veux dire vraiment énorme, grand comme une table de café, rempli de viande, de riz, de haricots, d'œufs au plat, de bacon, d'avocat, de patacones, des tranches de bananes plantain frites et croustillantes. C'est pour 2 ou 3 personnes facilement, et ça coûte 5 ou 6 €. Les premières fois que je l'ai mangé, j'ai vomi. C'était trop lourd, trop riche, trop de gras. Mon estomac français protégeait.
Maintenant, 3 ans plus tard, je peux en manger la moitié sans problème. Mon estomac s'est adapté à ce régime. Il y a aussi les fruits. Mon Dieu, les fruits. À Lyon, une fraise coûte 2 euros le kilogramme en été. Et ce sont les pires fraises du monde, molles et sans goût. Ici, une fraise coûte 20 centimes pour une fraise délicieuse, ferme, acidulée. Les mangues, les papayes, les guanabanas, des fruits que je ne connaissais pas du tout en France, très peu coûteux et extraordinairement bons. Je m'achète un jus de fruits frais chaque jour pour 50 centimes. Un jus de mangue, d'orange, de papaye, toujours fait ce matin même. Un des grands chocs culturels au début, c'était simplement la relation que les Colombiens ont avec le temps et la ponctualité. En France, la vie est très réglementée comme une horlogerie suisse. Vous êtes à l'heure ou vous êtes en retard. Les choses commencent à 9 heures, elles commencent à 9 heures précises. Les Français détestent être en retard. C'est une insulte personnelle. Ici en Colombie, la ponctualité est plus suggestive, plus souple. Si vous convenez de vous rencontrer à 3 heures, cela signifie probablement 3 heures à 3 heures et demie, peut-être 3h45. Cela m'a énervé au début. En France, où la précision est une vertu. Mais j'ai réalisé quelque chose au bout de 6 mois. Cette flexibilité, cette absence de rigidité monomaniacale, c'est une des raisons principales pour lesquelles les gens ici semblent moins stressés, moins dépressifs, moins dégoûtés de la vie. J'ai un ami que j'ai connu dans un café qui s'appelle Daniel. Il est colombien, il a environ mon âge, 68 maintenant, tout comme moi. Il travaillait dans la construction avant de prendre sa retraite. Il m'a demandé un jour, en riant sur sa bière bon marché, « Pourquoi les Français sont-ils toujours pressés? Pourquoi vous vivez comme si vous alliez mourir demain ?» Je lui ai dit, « Pourquoi vous êtes toujours en retard? Pourquoi vous laissez-vous tout pour le dernier moment ?» Il a répondu, « Parce que nous ne sommes pas stupides assez pour vouloir être à l'heure pour chaque chose insignifiante de la vie. La vie, Freddy, ce n'est pas un train qui part à l'heure, c'est une danse. Et tu dois danser, pas courir. » Il avait un point. Les transports en Colombie, spécifiquement à Medellín, sont excellents pour une ville de cette taille. Il y a un système de métro qui fonctionne très bien. Les trains arrivent toutes les 5 à 10 minutes. Les bus sont bon marché. Un trajet individuel coûte moins de 50 centimes. Et il y a ces petits bus colorés en pente appelés jipetas qui vont dans les quartiers plus hauts. Très local, très authentique. Les jipetas sont des transports privés, pas de métro, juste de petites voitures remplies de gens, avec de la musique qui joue fort à travers les fenêtres. Mais il y a un code non écrit du transport à Medellín que j'ai dû apprendre. Les femmes enceintes ont des sièges réservés, les personnes âgées aussi. Si quelqu'un se lève pour vous donner son siège et que vous n'avez pas besoin, c'est une insulte locale. Vous devez crier votre arrêt fort si vous voulez descendre, parce que les portes du bus sont compliquées et les chauffeurs, qui conduisent comme des fous, ne les verront pas autrement. Et vous devez garder vos affaires près de vous. Ce n'est pas un conseil pour vous effrayer sur le crime, il existe, mais c'est beaucoup plus exagéré qu'il ne l'est réellement dans les journalistes occidentales, c'est simplement une réalité urbaine. L'une de mes plus grandes surprises a été la qualité du système de santé en Colombie. Avant de venir, j'avais peur. J'ai des problèmes de cœur depuis l'âge de 40 ans, rien de grave, juste une arythmie ventriculaire, et je savais que j'aurais besoin de suivi régulier. En France, nous avons la sécurité sociale. Ici, il faut payer. Mais ici, vous payez vraiment peu. J'ai souscrit une assurance santé privée, 50 € par mois, et j'ai une couverture complète. Cardiologie, dentiste, tout. Quand j'ai dû consulter un cardiologue peu après d'arriver, j'ai eu une légère arythmie. J'ai facilement pris rendez-vous. Je l'ai vu 1 semaine plus tard, pas 3 mois, dans une clinique ultra-moderne, avec un équipement dernier cri, probablement aussi bon que n'importe quel équipement français. La consultation a coûté 40 €. L'ECG a coûté 15 €. Un suivi 6 mois plus tard a coûté 40 €. En France, avec la sécurité sociale, c'est gratuit en théorie. Mais vous attendez 4 mois pour voir un cardiologue et vous avez une chance raisonnable de mourir d'une crise cardiaque en attendant l'appel. C'est un des grands malentendus sur la vie en Colombie. Les gens pensent que c'est moins développé, moins moderne, comme un pays en développement. Ce n'est pas entièrement vrai. Medellín est une vraie ville moderne. Il y a des malls modernes avec des marques internationales.
Il y a des restaurants branchés avec des chefs formés à Paris. Il y a des cafés avec du Wi-Fi gratuit et des gens qui travaillent sur des MacBooks Pro. Les gens ont des iPhones. Il y a des jeunes entrepreneurs qui créent des startups de technologie. Il y a une vie culturelle active, des musées, des galeries d'art, du théâtre. La grande différence, c'est que le coût de ces choses est 3 ou 4 fois moins cher. Un repas dans un restaurant branché à Medellín, où le chef a étudié à France, coûte 20 euros. Le même repas à Lyon coûterait 60 euros. Après 1 an en Colombie, j'ai commencé à vraiment me demander comment j'aurais pu vivre autrement. Comment j'aurais pu rester à Lyon? Désolé, comment j'aurais pu survivre à Lyon, à compter les centimes, à regarder par la fenêtre le gris hivernal, à me plaindre du prix de l'essence, à me plaindre du prix du pain. 4 euros une baguette à Lyon maintenant. À vivre une demi-vie parce que l'argent était serré, à être prisonnier de ma retraite. Mais ça n'a pas toujours été facile. Il y a des choses que je manque vraiment de France. Ma famille, d'abord. Thomas, mon fils aîné, a fini par m'accepter. Il m'a même envoyé un mail 1 an après mon départ disant « Papa, je suis heureux de t'avoir comme père. Je suis heureux que tu sois heureux. » Cela m'a fait pleurer. Ma fille, Inès, prend plus de temps. Elle m'a visité l'année dernière avec sa famille et a reconnu que je n'étais pas complètement fou. Elle a dit « Papa, tu rayonnes. Je n'avais pas vu ça depuis des années. » Les vidéos et les appels FaceTime, ce n'est pas la même chose que de prendre un café avec vos petits-enfants, bien sûr. Mais ça fonctionne. Je manque aussi du pain français. Un vrai pain français boulangerie, croustillant dehors, mou dedans, pas ces brioches sucrées qu'on appelle pain en Colombie. C'est un regret réel. Je manque du fromage français. Il y a du fromage colombien, mais c'est pas tout à fait la même chose. Les Colombiens font un fromage blanc frais qui s'appelle queso fresco, qui est délicieux, mais ce n'est pas du comté ou du camembert. Je manque de la structure mentale française, de cette idée que tout doit avoir sa place et qu'il faut respecter les règles. Je manque aussi de certaines choses concrètes. Les bibliothèques, il n'y a pas vraiment de service de bibliothèque publique en Colombie comme il y en a en France. Je manque des amis de longtemps que je ne verrai probablement jamais plus. Marc, mon meilleur ami de 40 ans, m'a dit au téléphone il y a quelques mois « Freddy, je suis heureux pour toi, mais tu m'as abandonné. » Ça fait mal, c'est une vérité. Je l'ai abandonné pour une meilleure vie. Mais vous savez quoi? Ces manques, c'est un prix très faible comparé à ce que j'ai gagné. J'ai gagné ma liberté. C'est le seul mot qui décrit vraiment la sensation. Pendant 40 ans, j'ai travaillé, dur. J'ai payé un crédit immobilier. J'ai été prisonnier de cette idée que j'avais besoin de gagner autant d'argent que possible pour payer ma maison. Et cette maison, je la voyais 1 fois par semaine quand j'y dormais, trop fatigué de travailler pour l'apprécier réellement. C'était juste un endroit où j'étais assis le dimanche, en regardant l'endroit qui me contrôlait. Ici, avec mon budget modeste de 1 600 euros, je ne suis pas prisonnier. Je ne dois pas travailler. Je peux choisir comment passer ma journée. Je peux aller dans un café le matin et parler avec des gens. Je peux étudier l'espagnol. Je peux faire une randonnée dans les collines autour de Medellín. Je peux aller au restaurant. Je peux lire un livre à la maison en écoutant les sons de la rue, les motos, les enfants qui jouent, la femme qui vend les empanadas. Aucune de ces choses ne me coûte beaucoup d'argent. Et c'est révolutionnaire pour quelqu'un qui a grandi en pensant que tout dépend de l'argent, que plus vous avez d'argent, mieux c'est. J'ai aussi développé une vie sociale que je n'avais pas à Lyon. À 65 ans, je pensais que mes jours de faire de nouveaux amis étaient terminés. La vie sociale en France à 65 ans, c'est très restreint. Vous restez avec les mêmes 3 amis du lycée. Vous voyez vos enfants 1 fois par mois. Vous regardez la télévision. Ici, les gens sont ouverts. Il y a une communauté d'expatriés, mais les Colombiens eux-mêmes sont accueillants si vous faites un effort pour comprendre leur culture et leur langue. Si vous parlez l'espagnol, même mal, et vous respectez leur culture, vous êtes accepté. Je joue maintenant au football le jeudi soir avec un groupe de gens. Des Colombiens, des Espagnols, un Allemand, et moi qui suis le plus vieux du groupe. Je ne suis pas un très bon joueur. Mon genou droit me fait souffrir après une demi-heure. Mais c'est amusant, c'est de l'exercice, et c'est un moment de camaraderie masculine authentique. Nous jouons dans un petit terrain au cœur de Laureles. Après, on va tous prendre une bière et du fromage blanc avec du pain dans un petit bar. Une bière coûte 1 euro. On parle, on rit. Un des Colombiens, Andrés,
m'a appris tous les jurons colombiens. Il a dit « Monsieur Freddy, vous devez parler comme un vrai Colombien maintenant. Arrêtez de parler comme un touriste. » Je jure maintenant en espagnol comme un charretier. Ça surprend les gens. Les Français ne jurent pas, nous grognons simplement. Je m'entraîne aussi à la boxe 3 fois par semaine. Un cours coûte 4 €. L'entraîneur s'appelle Hector. Il en a 70 et il frappe comme un homme de 30. Il m'a dit « Freddy, tu dois être plus agressif. Les Colombiens, nous sommes agressifs. C'est la vie ici. » Il rit quand je frappe le sac avec la puissance d'une vieille dame française. Mais je vais vous dire quelque chose d'honnête. La Colombie n'est pas parfaite. La pollution à Medellín peut être mauvaise. Il y a des jours où vous ne pouvez pas voir les montagnes à cause du smog. Il y a du bruit constamment. Les alarmes de voitures la nuit, les motos sans silencieux à 3 heures du matin, les gens qui crient. La corruption existe à tous les niveaux du gouvernement. Les gens ici font parfois des choses que je ne comprendrai jamais, comme comment les gens crient à travers les fenêtres pour se communiquer au lieu de monter à cheval ou téléphoner. Oui, les gens crient vraiment de bâtiment à bâtiment. « Hé Carlos, tu rentres ce soir ?» Et Carlos répond de sa fenêtre 3 bâtiments plus loin. La bureaucratie est plus compliquée qu'en France, ce qui est surprenant parce que la France a la réputation d'avoir la bureaucratie la pire du monde. Et il y a eu des moments, surtout les 2 premières années, où j'ai pensé que j'avais fait une grosse erreur. Une fois, j'ai eu une gastro grave. J'étais seul dans mon petit studio, sans famille à côté, sans système de santé que je comprenais réellement. C'était effrayant. Je me sentais comme s'il allait mourir. Tous les stéréotypes de la Colombie revenaient. Je voulais ma mère. Je voulais être en France dans un hôpital français, avec des médecins qui parlaient français. Mais puis je suis devenu meilleur au bout de 2 jours. La gastro a disparu. Et j'ai réalisé quelque chose. Cette peur, c'était une peur de l'inconnu. C'était pas une peur raisonnée. Parce qu'une fois que vous avez traversé ça, vous réalisez que vous êtes plus fort que vous ne le pensiez. Honnête évaluation. À 68 ans maintenant, je suis en bien meilleure santé que je ne l'étais à 65. Je marche plus, j'ai marché 3 kilomètres ce matin seul. Je fais plus d'exercices, football, boxe, tous les jours. Je dors mieux, le climat chaud, le bruit, quelque chose ici m'aide à dormir profondément. Le climat chaud m'a aidé, pas de dépression saisonnière, ce désespoir de janvier que j'avais à Lyon chaque année. La vie active m'a aidé. Je ne suis pas assis dans un fauteuil à regarder la télévision comme j'étais à Lyon. Et l'absence de stress financier a énormément aidé. Mon médecin à Medellín me dit que ma tension artérielle est la plus basse qu'elle ait été depuis 20 ans. 240/20 mm Merget, mais vous comprenez. Quel est le plus grand inconvénient? Ça c'est facile, les tremblements de terre. Medellín est à côté d'une zone sismique. J'ai eu plusieurs tremblements de terre mineurs depuis que je suis ici. La plupart sont petits, vous les sentez à peine. Mais une fois, il y a eu un tremblement de terre de 4,8 sur l'échelle de Richter à 3 heures du matin. Je suis entré en panique et j'ai couru hors de mon immeuble. Ce n'est pas quelque chose dont j'avais besoin en France. C'est quelque chose que vous avez ici. Vous apprenez à vivre avec, mais c'est stressant. Un autre con. La bureaucratie pour rester légalement. C'est compliqué. Il y a des visas à demander, il y a de la paperasse. Ce n'est pas comme en Europe où vous pouvez circuler librement. Ça m'a pris 3 mois la première fois pour sortir tous les documents en ordre. J'ai dû aller en personne à l'immigration 2 fois. Ça coûte de l'argent aussi. Pas énorme. Peut-être 200 ou 300 € par an pour un visa de résidence ou un visa de retraité. Mais c'est une charge administrative supplémentaire. Un autre, vous êtes un peu loin de la technologie avancée. En France, tout fonctionne comme une horlogerie suisse. Internet est ultra rapide, tout est moderne et efficace. Ici, c'est moins fiable. Internet me coûte 10 € et c'est généralement assez rapide. Mais il y a des jours où il est lent. Les choses prennent plus de temps en général. Je dois aller en personne à la banque pour certaines choses. Les appels téléphoniques sont souvent nécessaires. C'est moins efficace, moins automisé. C'est un peu comme la France des années 1990. Les délais d'attente pour les services peuvent être longs. J'ai attendu 3 heures à la migration pour un formulaire simple. J'ai attendu 2 heures à la banque pour ouvrir un compte. Un autre con, les arnaqueurs. Il existe un niveau d'arnaque en Colombie que je n'avais jamais vu en France.
Les faux taxis à l'aéroport, les faux policiers qui vous demandent votre passeport pour vérifier si c'est réel, et qui volent votre argent. J'ai eu un portefeuille volé sur le métro. Quelqu'un a coupé un petit trou dans ma poche et a volé 40 €. Ce genre de choses. Mais vous savez quoi? Je préfère une vie un peu plus lente avec un sens du propos à une vie efficace mais vide. Je préfère dormir un peu moins bien pour avoir le bruit authentique de la vie qu'une propreté stérile. C'est mon choix conscient. Après 2 ans et demi ici, j'ai saisi quelque chose que je ne savais pas avant. L'argent ne crée pas le bonheur, mais le manque d'argent crée absolument le stress. Et le stress crée des problèmes de santé. Le stress crée l'anxiété. Le stress crée une vie moindre. Ce que j'ai découvert, c'est qu'il y a un point d'équilibre. Quand vous avez assez d'argent pour ne pas vous soucier de chaque euro, mais pas tant que vous perdez la sensation de ce que coûtent les choses et la valeur, vous pouvez vraiment vivre pleinement. En France, même avec ma retraite, je n'avais pas assez. Je vivais avec ce léger stress de compter tous les jours. Puis-je me permettre cette bière? Puis-je dîner dehors cette semaine? C'était un stress subtil mais constant. Ici, avec 1600 €, j'ai plus qu'assez. Et ça fait toute la différence psychologique. Ce que je dirais à quiconque pense à faire quelque chose de similaire, c'est possible. Vous devez être honnête avec vous-même sur ce dont vous avez réellement besoin et ce dont vous pensez avoir besoin. Vous devez être prêt à laisser aller les objets, pas juste les meubles, mais aussi les habitudes mentales. Vous devez être courageux, mais c'est complètement possible. Je ne sais pas combien de temps je resterai en Colombie, peut-être jusqu'à la fin de ma vie. C'est mon plan actuel. Peut-être que quelque chose changera et je reviendrai en France dans 10 ans. Peut-être que je me ferai une nouvelle vie ailleurs, je ne sais pas. Mais ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que pour la première fois en 40 ans, je ne suis pas enfermé dans un plan. Je ne suis pas esclave d'un crédit. Je peux changer d'avis. Je peux partir demain si je veux. Je peux rester 20 ans si je veux. Je suis libre. Et vous savez, je suis assis en ce moment au même café où j'étais le premier matin après être arrivé à Medellín. C'est un jeudi matin, 7 heures. José Luis vient de me remettre mon café. Il sait maintenant que je prends un sucre, un peu de lait. Il m'a demandé comment allait ma famille en France. Je lui ai dit que tout allait bien. Thomas m'a appelé la semaine dernière. Inès m'a envoyé une photo de sa fille qui commence l'école primaire. Il a souri et a dit « Monsieur Freddy, vous êtes chez vous ici. Vous savez ça, non? » C'est la première fois qu'un endroit autre que la maison où j'ai grandi a senti vraiment comme un chez moi. C'est ma vie maintenant. Pas parfaite, loin d'être parfaite, mais libre. Et après 65 ans sur cette terre, c'est tout ce que j'ai jamais vraiment voulu.